Anne Lestrade tient réellement à s'excuser auprès de vous toutes et tous. Elle a été effectivement élue présidente du bassin je sais plus, Seine-Normandie, enfin voilà, fin septembre. Et Monsieur Santini, qui détenait le poste depuis des décennies, a fait un recours. Et en fait, elle a été prévenue vendredi qu'elle devait déposer un dossier au tribunal administratif demain. Et donc, avec le week-end, elle avait très peu de temps pour se retourner, chercher des témoignages, les pièces, enfin, etc., concernant l'élection. Et donc là, vraiment, elle était totalement dans l'impossibilité de venir cet après-midi, compte tenu de cette tuile, entre guillemets, qui lui est tombée de façon inopinée et imprévue sur la tête. Voilà. Donc elle s'excuse beaucoup. Alors, elle m'a dit que Michel Minet connaissait parfaitement également une partie de son travail, qu'il pouvait en parler. Elle m'a dit, enfin bon, moi je connaissais une petite partie de son travail au tout début vis-à-vis d'Aude Paris, où elle avait demandé au DRH, et je trouve que c'est intéressant en termes de bonne pratique, elle avait demandé au DRH de mettre dans la notation des cadres un critère sur l'éthique. Et dans ce critère sur l'éthique, il y avait comment il prenait en charge l'avancement du travail sur l'égalité femmes-hommes. Et donc, certains cadres ont eu des notes très mauvaises parce qu'ils ne prenaient pas en charge, justement, dans leur service, l'avancée de l'égalité femmes-hommes. Voilà, alors c'était un des 5 critères, ça me semblait intéressant de vous le dire. Mais si Michel veut rajouter un petit mot, puisque Aude Paris a été une des 5 premières entreprises à travailler sur le label égalité femmes-hommes et à l'obtenir. Voilà, Michel, je te laisse compléter si tu veux. Exceptionnellement, je ne te remercie pas, Michel. Non, je crois que ce ne serait pas très sérieux de parler à la place d'Anne Lestrade. Je crois que ce qui est intéressant, effectivement, c'est que là, on a eu, juste en quelques mots, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a eu là une direction d'entreprise qui a véritablement voulu travailler sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur tous les sujets. Alors, qui a abordé en particulier 2 exemples, qui a abordé en particulier la question de la notation, je ne veux pas employer ce terme de cadre que j'aime pas beaucoup, mais des personnes en situation d'encadrement, quel que soit leur niveau hiérarchique, et donc qui a introduit effectivement dans la notation des éléments, pas simplement techniques, mais des éléments sur la manière de régler un certain nombre de questions et de gérer le personnel. Et puis, dans cet accord, on a trouvé des choses également intéressantes sur la remise à plat d'un certain nombre d'avantages. Par exemple, on s'est aperçu à un moment donné que certaines personnes bénéficiaient systématiquement de logements de fonction au regard de leur fonction professionnelle dans l'entreprise. Ça, c'était lié en fait à un historique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'histoire, pour occuper tel emploi, il fallait avoir un logement de fonction. Mais aujourd'hui, ce n'était plus pertinent et on s'apercevait qu'il y avait une sérieuse différence dans la répartition de ces logements, en particulier entre les hommes et les femmes. Et puis, ils ont fait tout un travail également avec l'aide d'un certain nombre d'expertes sur la question de l'évaluation des emplois, et notamment sur la question de l'évaluation des emplois des gestionnaires. Parce qu'en fait, on avait dans cette entreprise, et on a sans doute toujours, des emplois qui sont plutôt occupés par des hommes, qui sont des métiers techniques, qui sont bien identifiés, avec des fiches de poste, etc. Et puis, on a des emplois qui sont plutôt occupés par des femmes qui sont moins bien déterminés et où en fait on s'aperçoit que dans ces emplois, ce sont les femmes qui construisent leur emploi. C'est-à-dire qu'elles développent un certain nombre de compétences, elles prennent des initiatives, elles mettent en place un certain nombre de choses, mais ces emplois, ils finissent par être difficiles à être comparés les uns aux autres, notamment les gestionnaires. Et finalement, on n'arrivait pas à établir des fiches de poste les concernant, et de ce fait, ces emplois majoritairement féminins étaient moins bien traités. Bon, voilà un autre terrain sur lequel la direction d'Aude Paris, avec les organisations syndicales, a travaillé. Et je trouve, je ne dis pas ça souvent, mais je trouve que cet accord, il est quand même tout à fait intéressant. Il a un véritable contenu. Ne pas
pas se résigner aux inégalités professionnelles, sensibiliser, former, agir. Je vais donc vous présenter tout à fait à ma droite Nathalie Ferré, qui est docteur en droit privé, professeure en droit privé à l'université de Paris 13, où elle est responsable d'un master santé, sécurité au travail, à l'IRIST, où elle est responsable de l'axe de recherche sur biomédecine, santé et travail. Elle est très active au GISTI, groupe d'information et de soutien aux immigrés, dont elle a été présidente de 2000 à 2008. Elle est actuellement présidente honoraire et elle est directrice de la revue du GISTI Plein Droit. Elle a été membre du comité consultatif de la HAND, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, à titre d'experte. Et ses recherches s'oriente en particulier sur la santé, la sécurité au travail, sous l'angle de la prévention et de la réparation, mais aussi sur les discriminations et l'immigration. Elle a participé à de nombreux colloques et a publié de nombreux ouvrages. Je ne citerai que nombreux ouvrages et nombreux articles. Je ne citerai que les institutions et les acteurs de santé au Québec et en France, Regards croisés, qui a été publié en février 2010, et en mars 2011, un déni de justice, projet de loi par rapport au projet de loi sur l'immigration et l'intégration dans la revue Plein Droit. À ma gauche, Michel Minet, qui est juriste, professeur de droit du travail au Conservatoire national des arts et métiers, chercheur au LIS, membre de l'Observatoire de la parité, conférencier à l'Académie de droit européen de Trèves, ancien membre du comité consultatif de la HALD aussi, ancien inspecteur du travail, et qui est auteur de très nombreux articles juridiques sur l'égalité professionnelle dans des revues spécialisées comme la revue du droit du travail, mais également dans des revues féministes comme Clara Magazine pour les derniers articles parus en 2011, et qui a publié donc dans ces dernières années le droit du travail en 2011 et qui prépare un guide du droit des discriminations en collaboration avec Sophie Latraverse chez Dalloz. Alors, je pense que Madame Lustrat n'est toujours pas arrivée. Donc, à ma droite, Annick Coupé, déléguée générale de l'Union syndicale solidaire, qui a été longtemps fonctionnaire des services financiers de la Poste depuis 1978, syndiquée à la CFDT, dont elle est devenue secrétaire de l'Union départementale de Paris, puis secrétaire régionale PTT d'Île-de-France entre les années 82-84. Et Annick Coupé est également fondatrice de la Fédération Sud-PTT en 88. Elle en a été secrétaire générale de 88 à 99. À l'heure actuelle, dans l'Union solidaire, elle est en charge des dossiers égalité femmes-hommes, formation et internationale. C'est une militante féministe qui a travaillé avec le collectif national droits des femmes, la Marche mondiale, et j'en passe sûrement. Voilà. Elle a publié dernièrement L'égalité face aux politiques sociales et familiales, un colloque qui avait été organisé par le MAGE, le CNDF, la mairie de Paris en octobre 2009. Et plus récemment, dans la revue Travail, Genre et Société, en 2011, la majoration de la durée d'assurance des mères de famille. Pourquoi et comment vous êtes-vous engagé dans l'information, la sensibilisation à la défense des droits pour l'égalité entre les hommes et les femmes? Bien sûr, c'est toujours dans le monde du travail. Je crois que ma contribution en fait, à l'égalité homme-femme n'est pas du même calibre
un certain nombre de contributeurs et contributrices qui sont ici ou ailleurs. Mais je vais essayer quand même de montrer comment j'y suis arrivée. Je dirais que j'ai pris 2 voies pour arriver à cette question qui s'inscrit aussi dans ma démarche plus globale. D'abord, et ça a été rappelé lors de la présentation, à travers mon engagement en faveur des étrangers et des étrangères dans le cadre de l'association qui s'appelle le GISTI, groupe d'information et de soutien des immigrés. On a perdu le travailleur en cours de route. On n'a pas encore accordé le émigré, ça viendra peut-être. Et ce, dans ce cadre-là, donc dans ce cadre associatif, j'étais simple salariée puis militante, j'ai participé à la fin des années 90 à travaux du GELD, groupe de lutte pour l'égalité je suis pas fouille, excusez-moi, groupe d'études et de lutte, vous voyez, c'est l'histoire qui me fait défaut, groupe d'études et de lutte contre les discriminations, mais ça avait changé de nom d'ailleurs entre-temps, où on travaillait sur cette question des discriminations d'un point de vue global, c'est-à-dire toutes les discriminations, et plus particulièrement, j'ai participé à des groupes de réflexion sur la preuve, sur les outils juridiques. Tout à l'heure, j'ai failli tomber dans une vive dépression en écoutant Annie, c'est ça? Je ne me trompe pas de prénom? Anne, voilà. Donc sur le droit, c'était piloté par Marie-Thérèse Langtin. C'est ça parce que finalement, on retrouve quand même aussi les mêmes noms. Si on a les mêmes questionnements, on retrouve aussi les mêmes gens au fil du chemin. Et c'était voilà, donc c'était dans ce cadre-là que j'ai un peu découvert aussi cette problématique. Et immédiatement après le GELD qui a disparu, s'est constitué un collectif d'associations, d'organisations avec un objectif qui était de réfléchir à la mise en place d'une autorité administrative indépendante à vocation universelle. En tout cas, nous, c'était le chemin que nous voulions prendre et pas distinguer les discriminations des unes des autres en pensant que toutes participaient d'un même processus d'éviction et que, en tout cas, d'un point de vue juridique, les armes et les outils juridiques étaient finalement assez proches les uns des autres. Alors, mais déjà, dans le cadre de ce collectif, il y avait des discussions assez intéressantes en découvrant quand même tous ceux qui travaillaient sur la discrimination, quels qu'ils soient. Certaines étaient assez réticents à l'idée d'appréhender en fait la question sous l'angle des discriminations. Ils étaient plutôt favorables à l'approche par l'égalité ou par la diversité. Mais finalement, on s'est rallié derrière cette bannière-là. Et ensuite, on connaît la suite d'ailleurs, c'était la mise en place de la commission Stasi, qui débouchera quelques années plus tard, en 2005, par la mise en place de la HALD. Donc moi, par rapport à cette histoire-là, quand j'étais dans ce collectif qui a préfiguré à la mise en place de la HALD, j'ai représenté le GISTI, donc j'étais plutôt sous l'angle des discriminations en fonction de la nationalité, et de l'origine au sens large, mais pas tant... mais bon, j'ai toujours été intéressée par le deuxième chemin dont je vous parlerai aussi aux autres discriminations, sachant que après la mise en place de la HALD, pas dans le cadre du premier mandat, mais dans le cadre du second, il existait une structure qui s'appelle le comité consultatif, dont a parlé Nicole, et donc composé d'experts et de représentants de la société civile. Je retrouvais par exemple Michel, Jacqueline, enfin des personnes que vous connaissez tous, sachant que au sein de ce comité consultatif, il y avait effectivement plusieurs questions qui étaient traitées. Je ne suis pas particulièrement intéressée à la question des hommes-femmes, puisque c'était pas, je prenais le train en cours de route, donc j'ai regardé ce qui se passait. Il y a quelque chose qui s'est fait autour des carrières et des classifications dans les conventions collectives que j'ai essayé de suivre, mais j'avais un peu du mal à tout suivre, sachant qu'on a quand même consacré beaucoup de temps à la fin de ce mandat à se battre pour la préservation de la HALD, et du coup ça a pris beaucoup de temps. On a raté, comme vous le savez, puisque ça a été, donc elle a disparu, a été remplacée par le défenseur des droits. Et le comité consultatif n'existe plus, donc la société civile n'y est plus représentée. Le deuxième chemin, c'est le chemin de ma formation universitaire en droit du travail, avec une bizarrerie un peu originelle, c'est que j'ai fait ma thèse sur les contrôles d'identité, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec le droit du travail, mais ce qui m'a valu d'être toujours remarqué quelque part, non pas remarquable, mais remarqué. Donc, dans le cadre de cette formation, j'ai effectivement toujours porté un intérêt très vif, je dirais, aux questions d'égalité de traitement, de principe de non-discrimination, aux libertés, au sens large aussi.
hein. Et puis ça s'est croisé avec la problématique de la santé et de la sécurité au travail, qui aujourd'hui constitue quand même l'essentiel de mes travaux, hein. Sachant que cette question de la santé et de la sécurité au travail peut quand même s'articuler avec la problématique du genre, hein, et le principe de non-discrimination. Alors j'y reviendrai tout à l'heure dans le cadre de la deuxième question. Et parce que je suis toujours membre actif aux justices, je vais juste dire un mot là-dessus, parce que je pense que ça fait quand même écho à ce que je suis aussi. C'est sur le droit des étrangères. Et le droit des étrangères est sans doute plus dur encore que ne l'est le droit des étrangers, le droit des étrangères entre guillemets bien sûr, hein, et des travailleuses étrangères au sein de ce groupe, hein. Pendant longtemps, d'ailleurs, on peut se demander si on pouvait même parler de droits tellement leur statut dépendait de l'autre ou de la place que ces femmes ont ou avaient dans leur famille, hein. Et au fond, l'intérêt soudain des pouvoirs publics pour cette question des femmes étrangères, c'est trop inscrit dans une approche répressive pour qu'on puisse vraiment s'en réjouir. Parce que ça s'est traduit, bon an mal an, par une détérioration des droits pour tous et pour toutes, avec voilà, une politique de d'éloignement, etc. Hein. Si on avait voulu améliorer de façon substantielle, je vais respecter le temps qui m'est donné, si on avait voulu respecter de façon substantielle le droit des étrangères ou des travailleuses étrangères, on leur aurait donné un statut stable. Et de façon automatique, on est bien loin de cette situation aujourd'hui, hein. Et c'est souvent, et je voudrais terminer par cette phrase, c'est que souvent à tort qu'on oppose droit des femmes et droit des étrangers, parce qu'il me semble qu'au bout du compte, les pouvoirs publics ne font que s'en servir pour restreindre les droits de tout le monde, comme je le disais. Et je vous renverrai, parce qu'il faut bien faire un peu de publicité de temps en temps, compte tenu des difficultés que les associations ont encore à vivre, et à survivre d'un numéro de plein droit dont je vous recommande la lecture, qui s'appelait « Femmes étrangères ». Deux points, des causes concurrentes avec un point d'interrogation. Il y a deux questions dans cette question. C'est d'une certaine manière, c'est pourquoi s'être engagé sur ce terrain-là. C'est pas une question facile. Et puis il y a une seconde question qui est comment vous êtes-vous engagé et par quoi est-ce que cela est passé. Et c'est peut-être sur ce deuxième point en fait que je vais davantage me concentrer. Quand j'ai vu cette question, en fait, j'ai pensé à ce concept que je suppose vous connaissez dans cette salle, le concept de George Orwell sur le concept de décence. Qu'est-ce que c'est que la décence ? Qu'est-ce que c'est qu'une société décente ? Qu'est-ce que c'est qu'une vie décente ? Eh bien, je crois que pour moi, une société décente, ce serait, en particulier, évidemment, on ne peut pas le résumer à ce point, mais ce serait une société dans laquelle eh bien, les femmes seraient pleinement reconnues, et je suis juriste du travail, seraient pleinement reconnues notamment dans leur travail, et où leur travail serait pleinement reconnu. Et je crois que ça, c'est un des éléments qui a pu animer ma réflexion. Par rapport à des choses qui ont été dites, le droit, ce sont bien évidemment des techniques, mais le droit, ce sont des techniques qui sont aussi au service d'un certain nombre de valeurs, et il me semble qu'on peut trouver dans le droit, en cherchant bien, on peut trouver dans le droit, bien évidemment, les notions d'égalité, les notions de liberté, et ces notions d'égalité et de liberté, eh bien, elles parlent de l'émancipation des femmes, et il m'est toujours paru pertinent, certaines l'ont dit très bien tout à l'heure, il m'est toujours paru pertinent, sans illusion, mais avec beaucoup de conviction, que la mobilisation du droit, eh bien, cette mobilisation du droit, elle était nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire pour justement obtenir cette émancipation des femmes, notamment dans leur travail et ensuite dans la société. Alors, par quoi c'est passé ? La question est quasiment biographique, donc je vais être très rapide. C'est passé en fait d'abord par un engagement professionnel. Je suis un ancien inspecteur du travail et dès que j'ai commencé à faire mon travail d'inspecteur du travail, je me suis intéressé à cette question. Tiens, c'est bizarre. Moi, je suis né à l'inspection du travail pour faire appliquer les lois Auroux et la loi Roudy. Donc, vous voyez, c'était pas très mal quand même comme démarrage. Depuis, ça s'est un petit peu dégradé. Donc, j'ai été recruté et formé pour faire appliquer ces textes. Et donc, je me suis intéressé très rapidement à cette question. Comment ça se fait que dans les entreprises, on ne publie pas le rapport sur la situation comparée entre les femmes et les hommes ? Pourquoi est-ce que dans telle entreprise, on ne recrute pas de femmes ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de promotion de femmes à tel ou tel niveau ? En m'apercevant que
j'aime pas tellement cette formule, le plafond de verre. Le plafond de verre, il existe partout en fait. Il n'existe pas seulement pour accéder aux emplois de cadres supérieurs, mais il existe également pour les employés et pour les ouvrières quand elles ont des carrières professionnelles extrêmement courtes. Et puis, je me suis intéressé d'une certaine manière, bien malgré moi, parce que des personnes sont venues me voir à mon bureau et à l'époque, je ne savais pas très bien comment traiter cette question. Et j'ai rencontré une association formidable qui s'appelle l'AVFT. Des femmes sont venues me voir en me disant voilà, qu'elles rencontraient des difficultés dans leur entreprise et je n'arrivais pas à comprendre quelles étaient les difficultés qu'elles rencontraient. Et peu à peu, eh bien, j'ai découvert qu'il fallait des méthodes de travail en fait, pour pouvoir agir contre le harcèlement sexuel. Et la question de la violence au travail à l'égard des femmes m'est apparue très rapidement comme une question absolument déterminante. Et j'ai quand même pu enregistrer quelques petits progrès, en tout cas sur le plan juridique. En 1992, j'avais travaillé avec Véronique Neyertz sur l'élaboration du contenu du texte, qui a été ce qu'il a été, mais qui était quand même un progrès par rapport à rien. Par rapport à ce texte, je me rappelle les réactions de l'époque, c'était « ce texte ne sert à rien ». Notamment, les organisations d'employeurs expliquaient que ce texte était tout à fait inutile. Et bien, quand le nouvel accord national interprofessionnel de 2004 a été signé sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et quand un accord national interprofessionnel a été signé en 2010 contre les violences et le harcèlement, et bien là, les organisations d'employeurs ont reconnu, c'est un progrès timide, vous me direz, mais quand même, elles ont reconnu que les violences faites aux femmes sur le lieu de travail, et en particulier le harcèlement sexuel, constituent un obstacle à l'égalité professionnelle. Et donc, je ne redirai pas ce qu'a fort bien dit tout à l'heure la représentante de la VFT. Je ne redirai pas tout ce qu'a dit Nathalie, puisque en fait, nous nous croisons depuis quelques années au GEL, dans ce comité qui voulait défendre la création d'une haute autorité. Et puis, je suis passé de l'inspection du travail à l'université. Pourquoi ? Eh bien, notamment pour approfondir sur le plan théorique un certain nombre de questions, et notamment cette question de l'égalité professionnelle, en recourant à un certain nombre de ressources juridiques, les ressources du droit interne et également les ressources du droit européen et international, et en me disant qu'il était nécessaire de travailler sur des questions de théorie juridique si on voulait progresser sur la mise en œuvre concrète du droit. Alors, dans le cadre de la HALD, eh bien, je me suis intéressé aux questions d'égalité entre les femmes et les hommes, notamment à travers des affaires. J'essaye de le faire également dans le cadre de l'Observatoire de la parité. Bon, il y a un certain nombre de représentants de cette institution dans cette salle. Et puis, je me suis beaucoup investi sur les questions de formation. Et là, on est confronté à des questions qui sont quand même originales, c'est-à-dire que il y a une forte demande de formation et j'essaye d'apporter ma contribution, mais il faut qu'on travaille davantage sur toutes les problématiques que le représentant tout à l'heure syndical a signalé. C'est comment se fait-il et par quoi est-ce que cela passe ? Comment se fait-il qu'il y a tant de difficultés à mettre en œuvre cette formation ? C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de former sur ce que l'on peut faire, il s'agit de former sur comment faire très concrètement dans les différents lieux de travail. Et un des derniers points qui m'intéresse dans les 35 ou 36 secondes qui me restent, en fait, c'est de me dire que je suis déjà dans le présent et dans le futur, mais les questions sont liées. C'est que ce qui m'intéresse, c'est de faire progresser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour toutes les femmes, et pas seulement pour une élite. Et je crois que la question aujourd'hui, elle est extrêmement importante. Et dans cette problématique, je m'intéresse aujourd'hui en particulier à la question de l'organisation du travail. Parce qu'il me semble qu'un des obstacles majeurs à l'égalité professionnelle, c'est aussi l'organisation du travail, et c'est notamment la question du contenu des tâches, de la répartition des tâches et de l'ambiance dans laquelle travaillent les personnes. Je suis d'une génération, comme on dit, de l'après-68, et il y a au moins deux choses, je pense, qui m'ont amenée au féminisme sans que je le sache à l'époque vraiment. C'est la question de l'avortement, puisque j'ai avorté alors que l'avortement était encore interdit en France. Ça doit vous sembler un peu lointain, mais voilà, pas tout le monde. Et puis la deuxième chose, je suis aussi d'une génération où, en tous les cas, on voulait partir très rapidement de chez ses parents. C'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. C'est plutôt l'inverse. J'ai moi-même une fille, bon bref. Mais en tous les cas, moi, je voulais partir vite. Je voulais mon indépendance, je voulais mon autonomie et donc je voulais travailler. Et je pense que ces deux éléments, alors qui sont un peu anecdotiques dans une vie, mais je pense ont sans doute été à la source de mon engagement féministe que finalement s'est concrétisé
quand je suis rentrée à l'époque, ce qu'étaient les PTT, donc Poste et Télécommunications, qui était une administration d'État en 78. Donc, comme ça a été dit, je suis rentrée au service financier de la Poste. À Paris, à l'époque, c'était 9000 salariés, dont 85% de femmes. Et j'étais déjà syndicaliste depuis quelques années déjà, dans les emplois que j'avais occupés précédemment. Et en fait, en arrivant dans cette entreprise, donc entreprise administration d'État à l'époque, il y avait beaucoup de femmes, mais en fait, d'emblée, on voyait bien que les 15% d'hommes, ils étaient dans des secteurs à part, et comme par hasard, des secteurs où les conditions de travail, les horaires de travail, l'encadrement étaient quand même moins difficiles que pour les femmes. Bon. Et puis aussi, globalement, dans la Poste, à l'époque, les filières professionnelles étaient très sexuées. C'est-à-dire que la distribution postale, par exemple, les facteurs étaient surtout des facteurs. Les centres de tri, où là aussi, il y avait du temps de travail qui était inférieur au temps de travail des services financiers, par exemple, parce que c'était des acquis de lutte, etc., eh bien, c'était des hommes, très majoritairement. Bon, tout ça pour dire qu'il y avait, donc dans ce qu'était à l'époque une administration d'État censée garantir l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, dans ce milieu professionnel, il y avait des inégalités, et puis aussi, c'était une administration où il y avait une forte présence syndicale de diverses organisations syndicales, avec à ce moment-là l'existence d'un groupe femmes d'entreprise dans lequel on trouvait des militantes de la CGT, de la CFDT, des non-syndiqués, une commission femmes dans mon syndicat de l'époque, la CFDT. Et je pense qu'il était aussi important, en tous les cas qui pour moi a été très important, c'est que le lien très fort qui se faisait entre l'analyse de la domination masculine dans la société et les inégalités vécues au travail. Et ça, je pense que ça fait partie des choses qui ont été un fil rouge, je pense, dans mon engagement syndicaliste et féministe depuis cette époque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser la question de l'égalité dans le travail si on ne pense pas avec une vision plus globale, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas à agir directement dans le monde du travail, mais ça, on y reviendra. Et puis, un autre élément, ça a été abordé dans la première partie, dans l'ouverture de ce colloque, c'est la question du temps partiel. Donc, le temps partiel qui a été, c'est la première loi, je crois que c'est 79 dans le privé, et surtout le développement du temps partiel en 82, au nom de cette fameuse conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Et comme par hasard, cette conciliation, elle n'existait que pour les femmes. Je n'ai jamais entendu ni les pouvoirs publics, ni les organisations syndicales qui, dans leur très grande majorité, quelle qu'elle soit, défendaient cette idée du développement du temps partiel et toujours l'argument de la conciliation. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi aussi, était assez choquant. Et en tous les cas, de ce point de vue-là, je pense que le mouvement syndical, dans son entier, porte la responsabilité de ne pas avoir su ou voulu comprendre ce qui se jouait à ce moment-là, qui était aussi, à mon avis, un prémisse du développement de la précarité des travailleurs et surtout des travailleuses pauvres, et avec tout ce qui va avec. Et dernière chose, je terminerai en disant que ça, c'était le passé, mais je pense que c'est des questions qui sont tout à fait d'actualité, qui sont transverses au syndicalisme. Et alors là aussi, c'est plutôt dans l'action, mais c'est du passé et du présent et du futur. Quand je dis c'est transverse, c'est-à-dire que c'est des questions qui traversent l'ensemble des organisations syndicales, quelle que soit, je dirais, leur orientation par ailleurs, leur désaccord éventuel sur d'autres sujets. Et notamment, ça, on l'a mesuré, nous, dans l'expérience qu'on a maintenant depuis un peu plus de 10 ans, qui sont les journées intersyndicales femmes. Alors, un certain nombre de chercheuses dans cette salle y ont participé, où on organise tous les ans au mois de mars avec la CGT et la FSU, et donc l'Union syndicale solidaire, des journées qui rassemblent environ 300 personnes, dont très majoritairement des femmes, même s'il y a quelques hommes qui viennent, et même si c'est officiellement mixte, où on essaye de croiser un regard de chercheuses ou de chercheurs, de syndicalistes, et de croiser aussi bien les questions du travail que les questions de la domination en général. Donc ça je termine vraiment là-dessus pour dire que à la fois, on fait parfois le constat qu'il y a des choses qui ont bougé dans la société,
mais il y a aussi quand même des choses qui n'ont pas beaucoup bougé et que ça peut être parfois décourageant, mais en même temps, le fait de se retrouver ensemble est aussi un élément dynamique. Votre avis sur l'application concrète des lois pour l'égalité, estimez-vous aussi que la formation, l'information est suffisante? Sur ce premier point, en fait, il faudrait regarder la loi dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il faudrait plutôt parler du droit. C'est-à-dire la loi, ça va être le code du travail, le statut de la fonction publique, mais ce serait aussi les directives européennes et encore d'autres sources. Alors, je vais être très rapide sur ce point parce que vous le savez, et là ce sont plutôt nos collègues sociologues et économistes qui nous le disent, en matière d'application du droit, en ce qui concerne les rémunérations, les déroulements de carrière, etc., les choses n'évoluent pas de manière favorable, ou très peu, et même de manière très contrastée, et il y a même des régressions sur un certain nombre de plans. Alors le droit, par ailleurs, il a prévu un certain nombre de procédures de consultation des élus, comité entreprise, de procédures de négociation. On a au moins 3 négociations obligatoires sur l'égalité professionnelle dans les entreprises. Une idée extrêmement intéressante que l'entreprise, il faut négocier la question de l'égalité professionnelle à l'occasion de toute autre négociation obligatoire. Et puis enfin, une négociation spécifique sur la suppression des écarts de rémunération. Or, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, sans rentrer dans des statistiques, on constate que ces obligations sont peu respectées et que quand elles sont respectées, il y a évidemment des exemples contraires, eh bien, elles sont respectées d'une manière très, très formelle. Et finalement, on aboutit à des accords qui ne modifient pas fondamentalement et effectivement la situation pour les femmes qui sont concernées. Alors on pourrait se dire, mais finalement, tout ça ne sert à rien, toute cette batterie, cet arsenal ne sert à rien. Je ne serais pas pessimiste, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se mettre en œuvre, mais je crois qu'il faut prendre en compte un certain nombre d'éléments. Alors je suis à la frontière entre le présent et le futur, mais c'est assez difficile à distinguer. D'abord, il faut mesurer, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec cette affirmation, on pourra évidemment en discuter, mais que sur un certain nombre de questions, le droit, ici, alors que c'est une discipline plutôt conservatrice, qui vise à assurer avant tout la sécurité juridique, eh bien le droit ici, sur un certain nombre de questions, est, entre guillemets, en avance sur le niveau moyen des mentalités. C'est-à-dire que le droit dit des choses que la société ne met pas en œuvre et qu'elle a peut-être du mal à entendre dans un certain nombre de lieux. Alors il nous faut identifier un certain nombre de blocages. Alors vous aviez fait, je suis désolé, j'ai découvert aujourd'hui, vous aviez fait lors d'une année passée un colloque justement sur les résistances. Je trouve que vous aviez été extrêmement sympathique en employant le terme de résistance. Moi j'aurais plutôt appelé ça des obstacles, des blocages. Je crois que nous avançons dans la mise en œuvre du droit et nous avançons à un point où nous voyons apparaître un certain nombre de blocages. Des vrais blocages. Pas simplement l'évolution des mentalités, certes, mais parmi ces blocages, eh bien, il y a des blocages qui existent au sein de l'entreprise et qui peuvent être le fait de hiérarchies intermédiaires, voire de collègues. C'est que assurer l'égalité entre les femmes et les hommes, ça remet en cause des tas de situations acquises. Et que tout le monde n'a pas intérêt à ce que l'on remette en cause ces situations acquises. Et que certains ont intérêt à ce que, pour des raisons de salaire, pour des raisons de conditions de travail, pour des raisons symboliques, les choses ne bougent pas. Quand on voit un certain nombre d'affaires qui sont jugées, on comprend bien que des directions d'entreprise n'ont pas intérêt économiquement, en tout cas à très court terme, à réévaluer les salaires des femmes qui sont moins rémunérées que les hommes. Donc on identifie actuellement un certain nombre de blocages. Et puis il y a un enjeu ici, c'est qu'il faut travailler. Il faut profondément travailler sur l'égalité. Un exemple. Les grilles de classification des branches professionnelles. Eh bien, ces grilles de classification, il y a un travail qui est en cours actuellement, ces grilles de classification, aujourd'hui, elles intègrent très peu la problématique de genre. Ce qui fait donc que, même de manière involontaire, ces grilles de classification, elles sont source de discrimination à l'égard des femmes. Le point sur lequel je vais terminer en ce qui concerne le présent, c'est que grâce notamment, pas seulement, mais quand même, grâce notamment à la HALD, eh bien, le droit de l'égalité entre les femmes et les hommes a connu un certain essor devant les juridictions. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont pu trouver un endroit où elles allaient être aidées juridiquement en vue de gagner leur procès.
Et on a là une jurisprudence tout à fait intéressante qui est en train de se construire. Et cette jurisprudence, je vous en reparlerai dans la troisième partie. Cette jurisprudence, elle est intéressante. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle nous montre, à travers des affaires réelles, comment il est nécessaire de valider la parole de femmes qui ont dit dans l'entreprise qu'elles étaient discriminées alors que personne ne voulait les entendre. Il a fallu saisir un juge pour pouvoir être entendu. Ces affaires, elles nous montrent comment on a pu déconstruire des processus de discrimination. C'est facile de dire qu'il est interdit de discriminer, mais c'est intéressant de mettre en lumière dans un débat contradictoire le processus de la discrimination. Et puis ces affaires, elles nous montrent aussi quelle est la réparation qu'il est nécessaire d'octroyer pour justement mettre à néant la discrimination et qu'est-ce que ça signifie pour chacun des acteurs. Sachant qu'on ne va pas revenir sur la réglementation, enfin l'égalité salariale, mais plutôt sur l'illustration autour des questions de santé au travail. Et il me semble qu'on est dans des domaines qui nécessitent encore de l'information et de la formation. Alors j'ai envie de donner 3 exemples. Le premier exemple, ce sont l'invisibilité de certaines pathologies cancéreuses chez les travailleuses, et en particulier donc les cancers professionnels. Hein. Et cette invisibilité, elle est importante. Il y a une étude en cours que je vous invite à suivre qui va prendre appui sur un groupe d'intérêt scientifique sur les cancers professionnels qui s'appelle le GISCOP 93, qui repose sur une triple action, c'est-à-dire l'action de connaître, reconnaître et prévenir les cancers d'origine professionnelle. Donc c'est une enquête qui marche de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on repère des patients, patientes atteints de certaines pathologies cancéreuses dans plusieurs hôpitaux du 93, notamment poumons et voies respiratoires. Et à partir de là, donc avec l'accord des patients et patientes, on retrace leur histoire professionnelle, leur trajectoire professionnelle pour voir dans quelle mesure ils ont été ou n'ont pas été exposés à des produits dangereux, cancérogènes. Et c'est une exposition donc dans cette enquête permanente. Donc il y a une proportion de femmes qui est de 20%. Et donc c'est déjà assez important. Pourquoi important ? Parce que la figure il me semble que la figure du cancer professionnel est d'abord incarnée par un homme. En tout cas, c'est comme ça qu'on le connaît. Donc victime de l'amiante. Et ça renvoie aussi à certains secteurs professionnels du bâtiment ou encore des personnes qui, dans le cadre du processus industriel, ont manié ou utilisé de l'amiante. Hein. Et là, au contraire, ici, les travailleuses femmes qui sont concernées sont des femmes qui ont été exposées une part importante de leur vie professionnelle à des solvants, notamment, dans le cadre d'activités de nettoyage. Hein. Et donc, c'est une étude qui, pour l'instant, s'appelle Division sociale et sexuelle du travail et cancer d'origine professionnelle. Hein. Et donc, elle va travailler, elle va s'intégrer à cette enquête permanente du GISCOP et étudier de façon plus précise le trajectoire de ces femmes. Sachant qu'on sait déjà que les femmes, plus que les hommes, ont tendance à nier, en fait, l'origine professionnelle de leur pathologie. Et que le deuxième élément aussi, c'est que plus fréquemment encore que les hommes, elles n'ont pas forcément envie de s'inscrire dans un processus de reconnaissance et donc de se battre pour que la pathologie, enfin l'origine professionnelle de leur cancer soit établie. Ça, c'est la première chose. Premier exemple. Le deuxième exemple, c'est le travail de nuit, mais ça renvoie à des choses que vous connaissez bien, je crois. Il me semble que la loi du 9 mai 2001, qui maintenant a mis en place une vraie réglementation sur le travail de nuit, en traitant pareillement les hommes et les femmes, elle a sans doute creusé certaines inégalités. En tout cas, elle les a banalisées. Et beaucoup d'enquêtes montrent, et ça on le sait, que les hommes et les femmes ont des comportements différents lorsqu'ils rentrent après une nuit de travail. Hein. Et c'est lié pour partie à des choses déjà évoquées largement, d'inégalité dans la répartition des tâches familiales et domestiques. Sans oublier que les femmes s'occupent ou se préoccupent moins de leur santé que les hommes. Et il y a toute une série d'études encore, la question des TMS, des troubles musculo-squelettiques. Donc il y a eu un certain nombre d'études qui ont été menées, la DARES en 2011, mais Nicole Guignon, il y a aussi des travaux de Karen Messing, il y a aussi des travaux de Michel Golac, qui montrent que les femmes sont davantage que les hommes exposés donc, à ces troubles musculo-squelettiques, une différence de l'ordre de 20%, hein, toutes catégories socio-professionnelles confondues.
Donc on a une surexposition des femmes qui s'explique par des choses déjà évoquées tout à l'heure, de contraintes d'organisation du travail, et les caractéristiques des tâches, répétition des tâches, contact avec le public, posture contraignante. Bon, on pourrait comme ça prendre d'autres exemples. Donc il y a sans doute des contraintes d'organisation spécifiques, avec une dangerosité moins visible pour les femmes que pour les hommes. Et on a toute une série d'études qui accompagnent, que ce soit dans la région PACA ou dans les Pays de la Loire, notamment un travail qui a été fait par Gérard Lafargue sur les femmes dans la grande distribution. Voilà, à titre d'illustration, il me semble que sur ces sujets-là, il y a effectivement des besoins d'information et de formation. Vous savez, sur la question de l'égalité professionnelle, on est, je ne sais plus, la 5e ou 6e loi. Je crois que la première, c'est 1972. Je parle sous contrôle de Michel. Et ce qui d'ailleurs a fait dire souvent que finalement la question de l'égalité professionnelle était une question réglée dans notre pays à part de quelques situations résiduelles. Or en fait, comme vous le savez, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Et la question évidemment, c'est celle de comment on passe de l'égalité formelle à l'égalité réelle. Alors première remarque, c'est quand on parle d'égalité, évidemment, on est obligé aussi de regarder qu'est-ce qu'est le salariat aujourd'hui. Je donnerai juste deux chiffres. Il y a à peu près 24 millions de salariés, hommes et femmes, aujourd'hui dans ce pays. Il y en a à peu près 5 millions dans l'ensemble des fonctions publiques. Donc déjà, où aujourd'hui les questions de loi sur l'égalité professionnelle ne s'appliquent pas. Ça a été évoqué tout à l'heure par Françoise. Peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger dans les mois qui viennent, mais enfin, c'est pas la première fois où il y a des promesses et il se passe rien. Et là aussi, contrairement aux idées souvent répandues, c'est que dans les fonctions publiques, il y a des inégalités relativement importantes, et là aussi où les choses bougent assez peu. Puis deuxième réalité, c'est l'état du salariat aujourd'hui. Je donnerai un chiffre, 5 millions de salariés sont dans les entreprises de moins de 10, dont je suppose, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je pense que dans ces 5 millions de salariés, je pense qu'il y a un nombre important de femmes. Ce qui veut dire que là aussi, il n'y a pas de mécanisme qui s'applique en termes d'égalité salariale. Et si on prenait d'autres chiffres sur les entreprises de moins de 50, par exemple, bon, voilà. Donc simplement pour dire ça, pour donner cet élément-là aussi. Deuxième chose, c'est que sur les différentes lois, elles ont à la fois la particularité de ne pas être assez contraignantes, en tous les cas de notre point de vue, mais je pense que c'est un point de vue qui est assez largement partagé. Et en même temps, c'est des lois qui offrent des outils, et ces outils aujourd'hui sont peu, mal ou pas du tout utilisés, ou en tous les cas sous-utilisés par les organisations syndicales. Et quand je dis là aussi les organisations syndicales, je ne veux pas parler à la place de l'ensemble des organisations syndicales, mais là aussi, je pense que les constats qu'on a pu faire, c'est des constats transverses, où cette question de l'égalité professionnelle et la question de l'utilisation des outils, encore une fois, même si ces outils sont insuffisants, ne sont pas utilisés comme levier pour permettre des choses. Et je vais donner simplement un exemple là-dessus. Il n'y a pas très longtemps, je participais à l'animation d'une formation syndicale sur cette question de l'enjeu d'égalité professionnelle, où on explique les outils, on les décrypte, etc. Et on avait demandé aux personnes qui participaient à cette formation, donc qui sont des militants et des militantes syndicalistes, d'apporter leurs accords d'égalité professionnelle dans leurs entreprises, s'il y en avait eu, etc. Et donc, ils avaient apporté quand il y en avait. Et ça a été marrant parce qu'on a eu deux cas de deux entreprises importantes, des entreprises plutôt dans le secteur public. Et dans les deux cas, donc les camarades sont arrivés en disant on a eu un accord, on a eu une bonne négociation et puis on a signé. Bon. Puis on a commencé à regarder les deux accords. Il y en a un, effectivement, où il y avait eu un vrai travail de fait, je reviendrai là-dessus. Et il y en a un autre où finalement, c'était simplement ce qu'il y a dans le Code du travail. Et les camarades étaient très contents. Et quand on leur a montré que c'était simplement ce qu'il y avait dans le Code du travail et qui s'était fait vraiment totalement avoir, ils étaient quand même un peu dépités, quoi. Parce que, bon. Donc tout ça pour dire que, effectivement, je pense que la question d'utiliser ces outils qui, encore une fois, sont insuffisants, mais qui, quand même, peuvent aider, suppose, à mon avis, d'abord de la visibilité sur les réalités. Et ça veut dire que c'est déjà un travail. Ça veut dire qu'il faut éplucher les bilans sociaux, il faut éplucher les rapports de situation comparés qui parfois sont vraiment... il y a peu de choses dedans, même les choses obligatoires par la loi n'y sont pas. Donc ça veut dire qu'il y a un travail des équipes syndicales. Ça veut dire qu'il y a un travail effectivement pour voir là où... les mécanismes de discrimination, à quel moment ils se font.
Ça, c'est aussi quelque chose de très important, c'est-à-dire effectivement pas seulement prendre, par exemple, la question du recrutement, parce qu'effectivement, les employeurs, souvent, ils mettent ça en avant comme chiffre, parce que là, il n'y a pas trop de discrimination, mais comment ensuite ça fonctionne. Ça, c'est vrai que c'est un travail très important à faire, donc ça veut dire non seulement la formation syndicale, mais ça veut dire que dans les équipes syndicales, il faut donner du temps aux militants et militantes qui s'occupent de ça pour faire ce travail-là, éventuellement les aider, etc. Et puis ça veut dire aussi une intervention syndicale pour faire comprendre qu'il y a un intérêt, effectivement, à ce que dans la négociation, par exemple la négociation annuelle obligatoire sur la question des salaires, eh bien, se battre pour des rattrapages salariaux pour les femmes, c'est quelque chose qui ne va pas forcément passer facilement, parce que le réflexe immédiat va être de dire « Ah ben oui, mais si on leur donne ça, c'est d'autant moins qu'il y aura pour tout le monde, et donc pour les hommes. » Donc ça veut dire que, je caricature un tout petit peu, mais à peine. Ça veut dire que s'il n'y a pas un travail syndical en amont de type de campagne syndicale, eh bien évidemment, ça aidera pas les négociateurs ou les négociatrices de l'égalité professionnelle, soit dans les NAO, soit dans les négociations spécifiques, à faire avancer les choses. Bon, donc simplement pour dire qu'il y a un problème d'appropriation des outils, mais parce que je pense qu'il n'y a pas une volonté suffisamment forte dans les organisations syndicales. Souvent, dans les organisations syndicales, au niveau national, je pense qu'on va tous retrouver dans les textes des différentes organisations des choses intéressantes sur l'égalité professionnelle. Mais après, le problème, tout à l'heure, le camarade de la CFDT disait, c'est comment on retrouve ça à tous les niveaux de l'organisation s'il n'y a pas une volonté réaffirmée en permanence et une vigilance. Mais ça veut dire aussi, à mon avis, que ça pose la place des femmes dans l'organisation syndicale. Alors, ce qui est une autre question, pas tout à fait une autre question, mais que je ne vais pas développer, mais comme vous le savez sans doute, enfin, toutes les études le montrent, c'est-à-dire qu'il y a un décalage aujourd'hui entre le monde du travail tel qu'il est, où les femmes sont très massivement présentes sur le marché du travail. En tous les cas, dans notre pays, c'est sans doute un des pays les plus avancés en Europe, je pense, où les femmes sont syndiquées. Je pense, alors dans des proportions peut-être encore moindres que les hommes, mais globalement, elles sont syndiquées, mais que par contre, alors là aussi, il y a sans doute des nuances et des choses diverses entre les organisations syndicales, mais on retrouve quand même les femmes minoritaires dans les endroits où il y a du pouvoir ou du supposé pouvoir. On va retrouver des hommes secrétaires de syndicats et des femmes trésorières. Ce que je dis là n'est pas du tout une caricature, c'est encore, je pense, la réalité. Bon. Donc, je finirai simplement là-dessus parce que je pense que, voilà. Donc, à mon avis, la question pour les organisations syndicales, c'est pas seulement d'avoir un engagement de principe, c'est aussi de mettre en œuvre des politiques de formation spécifiques, des politiques de formation intégrées aussi, par exemple, quand on fait des formations de délégués du personnel, d'élus en comité d'entreprise, d'intégrer ou de CHSCT, d'intégrer cette dimension-là, mais je pense que ça ne suffit pas, il faut aussi faire des formations plus approfondies, mais il faut aussi se donner les moyens de visibilité, mais il faut aussi se donner les moyens que les femmes soient présentes dans les négociations et aux postes de responsabilité. Je pense que c'est un tout et c'est comme ça qu'on pourra peut-être avancer. Quelles mesures, quelles initiatives faudrait-il prendre selon vous pour faire réellement avancer, progresser l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde du travail ? Tout d'abord, il y a eu un petit bouleversement, c'est-à-dire qu'on a été un certain nombre à considérer très longtemps que le droit finalement était satisfaisant, mais qu'on n'arrivait pas à le mettre en œuvre. Bon, maintenant, on est un certain nombre à considérer que le droit n'est plus satisfaisant parce que sur un certain nombre de points, il a connu des régressions. Alors, quelques illustrations. Vous savez que l'an dernier, une loi a été votée sur les retraites et que dans cette loi, vous avez un article 99 qui porte sur l'égalité professionnelle. Bien. Ce texte, il a maintenu, ça c'est bien, il a maintenu la disposition de la loi de 2006 qui impose dans les entreprises de négocier la suppression des écarts de rémunération entre femmes et hommes, la suppression. Mais ce texte a supprimé la date de mise en œuvre. La date de mise en œuvre, c'était le 31 décembre 2010. Et bien maintenant, dans le texte, vous n'avez plus de date. Ensuite, pour mettre en œuvre ce texte, il a fallu publier un décret. Alors ce décret, Françoise l'a signalé tout à l'heure, ce décret, il a pris un certain temps, il a été publié le 7 juillet 2011. Et en fait, dans ce décret, qu'est-ce que l'on constate ? Eh bien, on constate que l'on met, mais ça on le savait dès la loi, et on avait été un certain nombre à réagir, on le met sur le même plan, l'accord qui est négocié et signé avec les organisations syndicales, et le plan d'action qui est déterminé de manière unilatérale par l'employeur.
Alors qu'on mesure bien que c'est quand même pas tout à fait la même chose. D'un côté, il faut négocier, de l'autre côté, c'est décidé par un acteur unique. Et on constate dans ce décret, en fait, qu'il ne s'agit plus d'assurer l'égalité professionnelle, il s'agit que l'entreprise montre qu'elle a fait des efforts. Alors je ne vois pas en quoi cela constitue un effort, mais peu importe. L'entreprise a fait des efforts en vue d'améliorer la situation des femmes sur 3 thèmes. Et quels sont ces 3 thèmes? Eh bien, ce sont les thèmes que l'entreprise va déterminer. Autrement dit, si dans l'entreprise, on a fait le bilan, que l'écart de rémunération moyen entre femmes et hommes était de 25%, eh bien, il faut que l'entreprise fasse, entre guillemets, un effort pour réduire cet écart de 25%. Bon, voilà quel est l'état du droit. Alors, j'aurais la même analyse que ce que l'on vient d'entendre, c'est-à-dire que là, le droit n'est pas pleinement satisfaisant, et en même temps, il continue d'offrir un certain nombre de ressources qui ne sont pas suffisamment utilisées. Et donc, oui, je sais, c'est un propos assez habituel, mais oui, il faut davantage former les acteurs. Ça peut paraître surprenant, mais les acteurs dans l'entreprise, et ce n'est pas du tout une critique à l'encontre des acteurs, notamment des organisations syndicales, les acteurs dans l'entreprise ne sont pas formés pour négocier sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, il faut s'approprier un certain nombre d'outils, il faut s'approprier un certain nombre de décisions qui ont été rendues, mais pas seulement les acteurs sociaux, pas seulement les partenaires sociaux, doivent aussi être formés les acteurs publics. Je suis un ancien inspecteur du travail. La plupart des inspecteurs du travail n'ont pas été formés sur la question de comment diagnostiquer une discrimination entre femmes et hommes dans l'entreprise. Il faut former les acteurs de l'appareil du circuit juridique et judiciaire. Un certain nombre d'avocats, pleins de bonne volonté, ne sont pas formés sur cette question. Et dans cette formation, je crois qu'il faut effectivement tenir compte de tous les terrains de discrimination. Alors Nathalie l'a rappelé sur le terrain de la santé, mais tous ces terrains se croisent. La question de la rémunération, des carrières, de la santé, des retours de congé maternité, de la violence sur le lieu de travail, tout cela se croise quand on veut négocier sur l'égalité professionnelle. Or, on voit que c'est une négociation complexe. Donc c'est une négociation qui suppose plusieurs mois de négociation. Donc c'est une négociation qui suppose une véritable formation des acteurs, aussi bien du côté de l'employeur que du côté des organisations syndicales. Et dernier point ici, concernant le futur, je crois qu'il faut vraiment faire connaître les décisions qui sont rendues par les juridictions à la suite d'actions en justice. Parce que quand il y a action en justice, cela signifie que des femmes extrêmement déterminées ont fait preuve de beaucoup de patience et à un moment donné ont décidé de franchir le pas. Et c'est un pas très difficile à franchir pour saisir le juge, alors que parfois même elles sont encore salariées de l'entreprise. Et ces femmes vont parfois, vous le savez, un certain nombre d'entre vous dans la salle le savent parfaitement bien, elles vont parfois être en conflit judiciaire avec l'employeur pendant plusieurs années. Je vais vous citer un exemple, juste un. Une salariée dans une grande entreprise, elle est rentrée comme sténodactylo dans l'entreprise. Et puis à un moment donné, elle arrive à un certain niveau de responsabilité. On lui fait miroiter un poste plus important. Une bonne nouvelle n'arrive pas seule, elle est enceinte. Elle va prendre un congé maternité. À son retour de congé maternité, on ne lui parle plus de promotion. Le collègue qu'elle avait formé, finalement, c'est lui qui va avoir la promotion. Elle va patienter. Ce collègue part à la retraite. Et puis un autre collègue masculin, une nouvelle fois, va occuper ce poste. Et puis dans le même temps, elle constate qu'elle, dans la grille de classification, elle est à un certain niveau. Dans la grille, elle est au niveau 10. Ses collègues sont au niveau 12 ou au niveau 13. Pourtant, elle a plus d'ancienneté que dans le poste. Et donc, elle demande à avoir la même rémunération que ses collègues. Et on lui dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, vous comprenez, vos collègues, eux, ils ont été recrutés avec un diplôme universitaire. Et vous, on vous a recruté comme sténodactylo et vous avez fait une carrière en interne. Comparons ce qui est comparable. Ce n'est pas comparable. Et donc, elle va perdre patience et elle va saisir les juridictions. Elle va aller au conseil de prud'homme, elle va aller à la chambre sociale de la cour d'appel. La chambre sociale de la cour d'appel va considérer qu'il y a une discrimination dans la promotion. Elle aurait dû avoir ce poste. L'entreprise ne peut pas justifier pourquoi elle n'a pas eu ce poste. Et il y a une discrimination dans la rémunération. Ce qui compte, c'est y a-t-il égalité dans la valeur du travail ?
égalité dans la valeur du travail. Eh bien, l'entreprise ne peut pas démontrer qu'il n'y a pas d'égalité dans la valeur du travail. Certes, ces personnes ont été recrutées à des niveaux différents, mais peu importe, le juge nous dit, au regard du poste qui est occupé aujourd'hui, au regard des tâches qui sont effectuées aujourd'hui, l'employeur n'est pas en capacité de démontrer que les collègues masculins apporteraient une plus grande valeur ajoutée. Par conséquent, elle gagne. Elle gagne un rappel de salaire. C'est pas inintéressant de savoir. Elle gagne un rappel de salaire de plus de 240 000 €. Ça commence à devenir économiquement intéressant. Eh bien, l'employeur aurait pu en rester là et se dire « bon, je me suis trompé, je vais modifier ma politique ». Eh bien non, l'employeur, il décide d'utiliser la voie de recours qui est à sa disposition, et cela est tout à fait légitime, évidemment, sur le plan juridique. Il fait un pourvoi en cassation, et l'employeur perd devant la Cour de cassation. Et donc, c'est un arrêt, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 16 décembre 2008, et je vais être un peu cruel, l'entreprise, c'est l'AFPA. Et je vais être un peu cruel, mais ça montre qu'il est nécessaire de former tous les acteurs. Et je vais être encore un tout petit peu cruel, mais que personne ne se sente visé. Cette salariée dans l'entreprise, elle est allée voir les organisations syndicales en disant « qui est-ce qui pourrait m'aider à monter mon dossier ?» Les organisations syndicales de cette entreprise, à ce moment-là, je fais attention à ce que je dis, eh bien, elles étaient occupées à autre chose. Eh bien, ce genre de décision, il faut maintenant s'en servir pour faire comprendre comment faire dans l'entreprise. La décision de justice a un rôle pédagogique. Je ne pense pas qu'il faille changer la loi sur l'égalité. Enfin, il y a suffisamment de choses, me semble-t-il, alors peut-être sous réserve de ce qui est arrivé à la date butoir, mais je crois que même si elle était restée, on ne l'aurait pas respectée, donc au fond, j'y crois pas tellement. Donc il me semble par contre qu'en droit du travail, il y a des choses qui nécessiteraient une petite révision. Alors peut-être que ça concerne les femmes et les hommes, mais c'est tout en matière de temps de travail. Je trouve que là, il y a eu une dérive assez sérieuse du droit sur ces sujets-là. Mais sous cette réserve-là, il me semble que l'intervention du législateur n'est pas forcément nécessaire. Je dis ça aussi parce que j'ai en tête, je sais pas, d'autres domaines comme le droit des étrangers, où je me dis stop. Enfin, parce qu'au fond, à chaque fois, ça fait pas que du bien non plus. Et puis, alors du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme exemple, sachant que je suis quand même juriste avant tout, mais j'avais envie de donner deux actions, deux exemples d'actions. Je pensais d'abord au travail sur le terrain. Moi, ça doit être lié à mon engagement GISTI, mais je crois aussi à la mobilisation sur le terrain. Et je trouvais que l'exemple de ce qui avait été fait avec, vous savez, dernièrement, les travailleuses sans papier, mené par le collectif Femmes Égalité, c'est quelque chose d'important. Donc ça s'inscrivait dans, vous le savez, l'action qui au départ était pilotée par la CGT autour des travailleurs sans papier, plus de 6000, et donc menée par la CGT et d'autres organisations syndicales et associatives. Et puis donc s'est rallié, s'est lancé dans la lutte, et ça c'était tout à fait nouveau. Il y a déjà eu des luttes en matière de travailleurs sans papier, mais travailleuses sans papier, c'est plus rare. C'était une première. Il y avait 300 travailleuses sans papier qui se sont lancées dans cette lutte, et ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur les métiers ou les secteurs d'activité invisibles, puisque là on a une catégorie, j'aime pas trop parler par catégorie, mais c'est une dérive des juristes qui souffrent d'une double invisibilité, celle d'être femme immigrée d'abord, et puis de travailler dans un secteur peu visible, le secteur du service aux personnes, qu'on connaît quand même assez mal. Donc voilà, donc j'avais envie de rendre hommage à ce travail-là. Je me dis qu'il y a sans doute d'autres choses à imaginer et à continuer sur le terrain, au plus près des personnes qui se battent pour leur statut, sachant qu'on pourra toujours dire que le résultat en termes de pourcentage de régularisation, puisque c'était ça qui était recherché, est sans doute décevant, mais au fond, c'est peut-être pas ça le plus important, parce que de toute façon, toutes les procédures de régularisation sont toujours décevantes. Mais là, on a vu arriver des nouvelles personnes, avec souvent en étant déclarées d'ailleurs. Parmi les 6000, ça c'était la nouvelle figure du travailleur cette fois, qui avait donc des bulletins de salaire, et pour les femmes aussi, simplement, parfois oui, parfois non, avec des activités très éclatées auprès de multiples employeurs.
Donc j'avais cette... Puis après, bon, ma formation aidant, j'avais pensé au combat par le droit, mais j'avais pas envie de revenir sur le droit de l'égalité homme-femme, mais plutôt d'essayer d'utiliser de faire parler encore plus de nouveaux dispositifs ou des nouvelles notions ou des nouvelles choses qui apparaissent. Tout à l'heure, Marilyn nous parlait de la fameuse QPC, question prioritaire de constitutionnalité pour faire tomber le délit de harcèlement sexuel tel qu'il est écrit aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut faire davantage parler encore l'obligation de sécurité de résultat, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est une obligation qui est apparue en 2002 et que la Cour de cassation a créée à l'occasion du drame de l'amiante, et donc des salariés victimes de l'amiante, qui oblige les employeurs à agir finalement, c'est-à-dire à se sentir... à agir pour la... Alors, à agir parce que sinon ils vont être responsables. Donc c'est pas une enfant, c'est pas de la naïveté. C'est parce qu'ils sont responsables qu'ils vont agir. C'est comme ça qu'il faut évidemment, je crois, faire progresser les choses. Normalement, enfin en tout cas c'est ce qui est. Chaque fois que la santé d'un salarié est atteinte ou est menacée, c'est ça la nouveauté. Il faut faire parler cette obligation et demander à l'employeur d'agir. À défaut d'agir, il sera responsable. Alors évidemment, après on retrouve les situations classiques du droit du travail, c'est-à-dire des ruptures. Mais bon, des ruptures, si elles sont coûteuses, l'employeur finira par y réfléchir à deux fois. Et peut-être que ça le fera agir en amont. Et je pense qu'ici, il y a peut-être des choses à gagner. C'est pas une solution miracle, j'en suis bien consciente. Mais on peut quand même faire parler cette obligation. Il faut toujours pour intéresser l'employeur, il faut toucher à son portefeuille. Et voilà, il me semble que ici, ce portefeuille-là peut être atteint dans des proportions assez importantes. Donc, il me semble qu'il y a une carte qu'on pourrait... faire une première remarque, il me semble qu'il y a un changement du point de vue de la demande des femmes. Je pense que cette question d'égalité professionnelle était, à mon avis, pas énormément portée par les femmes pendant longtemps, même quand il y avait des situations d'inégalité. Et je pense que maintenant, c'est une question qui est beaucoup plus portée, notamment par les jeunes femmes. En tous les cas, c'est quelque chose que nous, on s'est dit, enfin, dans la commission femmes de Solidaire. Et je pense que là aussi, il y a sans doute un décalage entre cette aspiration forte et la prise en charge syndicale. Bon. Donc il va falloir que le syndicalisme se mette, ça rattrape ça. Deuxième chose, c'est que je pense que Michel Minet en avait parlé, je crois, dans sa première intervention, mais il est aussi important quand on traite la question de l'égalité professionnelle de ne pas laisser se faire un décrochage avec les femmes les moins qualifiées, les moins payées. Ça a été aussi abordé, je crois, par Françoise quand elle a dit qu'il y avait une contradiction, c'est que d'un côté on avait des femmes qui accédaient à de plus hautes responsabilités, c'était et bien sûr une bonne chose, mais que de l'autre côté, il y avait effectivement, et notamment je pense à ces femmes peu qualifiées, qui ont pris le congé d'éducation parentale et qui ont beaucoup de mal à retrouver une place sur le marché du travail. Donc je pense que c'est évidemment important d'avoir ça en tête. Alors après, sur les choses et les pistes de travail, bon, je pense que, on l'a déjà un peu dit, je l'ai déjà un peu dit, la question de l'enjeu des négociations. Alors, Nathalie disait, il faut sans doute pas une nouvelle loi. Nous, on pense quand même qu'il faudrait une loi qui soit plus contraignante vis-à-vis des employeurs, y compris, comme tu dis, avec des sanctions financières. Faudrait regarder un peu les mécanismes possibles, etc. Mais parce que je pense que malheureusement, sans loi contraignante, les choses n'avanceront pas suffisamment. Donc, en tous les cas, ça peut être un point de débat. Deuxième chose, sur la fonction publique, effectivement, il faudra regarder ce qui sort dans les mois qui viennent. Mais là aussi, est-ce qu'on va être dans une énième recommandation sans enjeu et qui ne changera rien ? Ou est-ce que, et là évidemment il y a une responsabilité des organisations syndicales qui vont, je pense, qui ont un espace de négociation sur cette affaire-là, mais ça concerne quand même 5 millions de personnes, dont au moins une majorité, enfin je pense plus de la moitié des femmes, pardon. Je pense qu'il faut qu'on travaille sur la question de travail de valeur égale, ce qu'on ne sait pas faire, je pense, aujourd'hui. Et effectivement là, l'idée de prendre
des exemples un peu emblématiques et de les pousser jusqu'au bout. Enfin, ce que disait Michel me semble quelque chose d'important, qu'on a du mal à faire aujourd'hui. Mais c'est vrai que là, sur la question de travail de valeur égale, je pense c'est quelque chose qu'on sait maintenant depuis pas mal d'années, avec notamment l'exemple des Québécoises, mais tout ça, ça fait quand même assez longtemps qu'on réfléchit là-dessus, mais qu'on a du mal à décortiquer et à faire avancer. Alors, il y a des négociations professionnelles au niveau national sur les grilles de classification, etc. Mais au-delà de ça, même je pense dans les entreprises. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est peu appréhendé, ni par les employeurs, ni par les équipes syndicales. Et c'est, à mon avis, une des pistes pour avancer. Il y a évidemment la question de genrer les analyses, mais aussi les revendications. On s'est aperçu, par exemple, sur des questions de changement de conditions de travail ou d'amplitude de travail ou des choses comme ça, eh bien, selon si on le regardait d'un point de vue global ou avec un regard genré, les choses n'étaient pas tout à fait la même chose. C'était pas forcément la même chose pour une femme d'avoir une amplitude de travail plus importante dans la journée avec les charges familiales que pour les hommes. Et donc ça, c'est évidemment aussi une question importante. Je dirais aussi que la question de ce que j'appelle moi d'essayer de lutter, d'en finir, je ne sais pas si en finir peut-être pas, les choses malheureusement, mais on peut rêver comme a dit Michel, avec ce que j'appelle, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais cette tolérance sociale largement partagée dans la société au fait que quelque part traîne l'idée que c'est moins grave pour une femme d'avoir un travail partiel, d'avoir un salaire partiel et d'avoir une retraite partielle. C'est moins grave pour une femme que pour un homme. Je pense que cette idée traîne toujours dans notre société, elle traîne toujours dans le monde du travail et que, en tous les cas, il faudrait vraiment lui casser les reins définitivement à cette idée. Et là aussi, ce qui a été dit, mais moi je reviens là-dessus parce que ça me semble important et que ça illustre très bien. Quand il y a eu la crise en 2008, où il y a eu effectivement du chômage partiel dans l'industrie, ce chômage partiel a été immédiatement négocié et en grande partie compensé. Et bien sûr, heureusement. J'ai souvent l'habitude de dire, on ne s'est jamais posé la question sur le travail partiel. C'est-à-dire que jamais on s'est dit que c'était grave pour des femmes qui, à la fin du mois, avaient un salaire partiel, de se dire que quelque part, il faudrait peut-être poser la question comment elles font pour avoir une réelle autonomie financière, alors que pour l'industrie, puisque c'était majoritairement des hommes, ça apparaissait comme pas possible qu'à la fin du mois, ils aient une imputation de 20, 30 ou 40% sur leur salaire. Et donc, il y a eu des mesures et d'incitation avec des aides publiques, mais aussi des négociations dans les entreprises. Donc ça, je trouve que ça illustre bien cette question de tolérance sociale qui existe encore aujourd'hui. Et je terminerai en disant que, de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a une responsabilité du syndicalisme à toujours mettre en regard la question des inégalités dans le monde du travail, donc des inégalités de salaire, mais aussi des inégalités de retraite. Ça a été un élément d'actualité il y a quelques mois, avec l'organisation de la société qui reste une société de domination masculine et qu'on ne peut pas faire l'impasse en ayant une vision simplement sur ce qui se passe dans les entreprises. Quelque chose que j'avais oublié de dire tout à l'heure, donc j'en profite. Non, simplement, c'est en plus sur les mesures à prendre, je pense que la question des politiques publiques, notamment en termes d'infrastructures, de garde d'enfants, de prise en charge des personnes dépendantes, c'est des choses qui sont très importantes et des conséquences sur la question de l'égalité professionnelle. Je ne développe pas plus, mais je tiens à le dire parce que j'avais oublié de le dire tout à l'heure. Après, par rapport à 2-3 éléments sur les questions, d'abord, la date du décret, je pense que c'est simple. Pourquoi ça a été reporté ? Parce qu'au 31 décembre 2010, l'égalité professionnelle, rien n'avait avancé. Donc évidemment, entre les déclarations qui avaient été faites et ce qu'il y avait dans la loi et la réalité, voilà. Alors il y a peut-être d'autres éléments, mais en tous les cas, je pense que cet élément-là. Deuxième chose, c'est pas une question de vision machiavélique sur lequel il y aurait des méchants hommes qui voudraient que, non. Ça a été dit tout à l'heure, on est dans des constructions sociales qui se font... qui sont au profit d'une partie de la population contre une autre. Je veux dire, c'est vraiment la question des constructions sociales. Et ce qui veut dire que, à mon avis, une des choses importantes, c'est la question de la déconstruction. C'est ça, je pense. Quel que soit l'endroit où on est, qu'on soit dans le domaine de la recherche, qu'on soit syndicaliste, qu'on soit juriste, je pense que la question de la déconstruction de ce qu'est une construction sociale est, à mon avis, un enjeu décisif. Alors, je vais donner un exemple. Nous, en termes de formation syndicale, on a une formation qui s'appelle stéréotypes et inégalités.
C'est-à-dire qui traite à la fois la question des inégalités, mais en partant des stéréotypes. Et c'est notamment une formation syndicale qui, pour que ça marche, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes. S'il n'y a que des femmes, ça ne marche pas. Et il n'y a jamais que des hommes sur ce genre de formation. Mais il est clair. Et c'est une formation où, y compris, on travaille sur les jeux de rôle, enfin des choses, des choses habituelles comme ça, et qui touche aussi à comment ça se passe concrètement dans le travail, des choses qui semblent pas très importantes et qui participent à cette construction sociale. Deuxième remarque aussi sur la question de la formation. Alors moi, je réponds évidemment sur ce que je connais, c'est-à-dire les formations syndicales. Nous, on essaye de travailler à la fois avec des experts ou des expertes, qui peuvent être des chercheurs ou des chercheuses, mais qui peuvent être aussi, je veux dire, un certain nombre de boîtes qui font du conseil aux organisations syndicales, aux comités d'entreprise, etc., où cette dimension commence à être prise en compte. Mais nous, il nous semble qu'il est très important de mêler expertise, appropriation des outils, appropriation du droit et expérience syndicale concrète. Par exemple, sur la question de lire un rapport de situation comparée, c'est très important de prendre des vrais rapports de situation comparée, de les décortiquer. Sinon, ça ne marche pas. C'est-à-dire, donc, voilà, donc c'est un petit élément. Et dernière chose sur pourquoi 50 personnes sur rapport de situation comparée, ça renvoie aux normes du Code du travail, au rapport de force à des moments donnés, aux résistances du patronat, etc. Mais je pense que ça n'empêche pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire pour les femmes salariées qui sont dans des entreprises de moins de 50. D'abord, entre 10 et 50, il y a des possibilités d'eux avec les délégués du personnel. Je ne rentre pas dans le détail, mais de toute façon, il y a la question du Code du travail qui s'applique à tous les salariés, même pour les salariés qui sont une personne dans une entreprise. Donc il y a quand même des recours possibles à l'inspection du travail, mais ça, Michel a dit tout à l'heure qu'évidemment, ça voulait dire qu'il y ait la question de la formation à tous les niveaux et de la sensibilisation sur ces questions-là. Il y a les questions de possibilités de recours en prud'homme. Tout ça est lourd, tout ça est compliqué, mais il y a quand même des possibilités de faire des choses. Pour répondre aux questions, je vais simplement communiquer quelques éléments d'information. Tout d'abord, je crois qu'il y a un point sur lequel il faut revenir. Il faut toujours revenir dessus. Revenons. La règle d'égalité de rémunération, c'est une règle d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Ce qui veut donc dire très concrètement que depuis 1919, dans les conventions de l'Organisation internationale du travail, depuis 1972, dans le Code du travail, des personnes qui font un travail différent mais qui a la même valeur, doivent avoir la même rémunération. Donc l'argument, le monsieur et la dame ne font pas le même travail, donc ils ne peuvent pas avoir le même salaire, c'est un argument obsolète. Ce n'est pas parce que l'on ne fait pas le même travail que ce travail n'a pas la même valeur. Exemple. Vous avez une salariée, c'est pas le type de salarié qui saisit forcément le plus fréquemment le conseil de prud'homme. Vous avez une salariée qui est directrice des ressources humaines, qui a saisi le conseil de prud'homme, parce qu'elle estimait tout à fait anormal de percevoir une rémunération moindre que ses collègues masculins, qui étaient directeurs financiers et directeurs de production. Et cette salariée DRH, dans son entreprise, a obtenu l'égalité de rémunération par un arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 2010. Vous avez une autre affaire qui a été jugée, faut que vous m'arrêtiez rapidement là-dessus. Vous avez une autre affaire qui a été jugée le 16 novembre 2010 par la Chambre sociale de la Cour de cassation, où une salariée chargée de mission a constaté qu'à un moment donné, eh bien, elle percevait 30% de moins que son collègue masculin. L'entreprise, alors, a produit un certain nombre d'éléments en montrant que si on faisait la comparaison des salaires au niveau national, pour tous les établissements comparables, eh bien, cette salariée n'avait pas à se plaindre. Cette dame faisait partie des dames les mieux rémunérées. Et la HALD a souligné très fort justement que c'est vrai. Cette salariée, femme, faisait partie des salariés les mieux rémunérés. Mais toutes les femmes étaient moins rémunérées que tous les hommes. Et l'argument de l'entreprise était notamment de dire que le collègue masculin auquel elle se comparait ne faisait pas exactement les mêmes missions. Et on peut toujours trouver une différence. C'est pour ça que dès 1919, on a considéré que la règle, c'était à travail de valeur égale, salaire égal.
Parce que si on avait limité la règle à travail égal, salaire égal, ça aurait voulu dire qu'on aurait pu comparer que des fonctions identiques, des métiers identiques, des tâches identiques, ce qui dans la réalité n'existe quasiment jamais, parce qu'on peut toujours trouver une tâche que le salarié fait et que la salariée ne fait pas, et on oublie dans ces cas-là de regarder que la salariée fait une tâche que le salarié ne fait pas. D'accord ? Eh bien, un des arguments de l'entreprise, c'était de dire, oui, mais d'une part, ce salarié fait certaines missions que la salariée ne fait pas, et puis, d'autre part, ce salarié, je suis désolé, on est un petit peu dans les stéréotypes, ce salarié, il a menacé de démissionner s'il n'obtenait pas une augmentation. Et donc, l'employeur a été obligé de lui accorder cette augmentation. Mais voilà le type d'arguments qui sont intéressants à travailler judiciairement. La salariée, elle a obtenu effectivement que son salaire soit aligné sur le salaire de son collègue masculin avec un rappel de salaire sur plusieurs années. Donc, s'il vous plaît, intégrons l'idée que la règle, c'est à travail de valeur égale, salaire égal. Donc, même dans des fonctions différentes, dans des métiers différents, il peut y avoir égalité de rémunération. Alors ça nous renverrait à un travail très important, qu'on est quelques-uns à faire en ce moment, collectivement, sur la notion de travail de valeur égale. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Annick sur un certain nombre de points, j'ai rien à ajouter. L'argument de 50 personnes, mais c'est un vieil argument. Il ne faut pas entraîner des contraintes administratives trop fortes pour les petites entreprises. Contactez les parlementaires que vous avez dans vos circonscriptions et vous verrez ce qu'ils disent en la matière. Sur la pluridisciplinarité, j'en suis absolument convaincu. Alors, je sais pas, moi je vais donner deux, trois exemples. Pas trop. Tout d'abord, des formations sont déjà en cours. Annick l'a dit pour son organisation, mais tu l'as dit tout à l'heure pour la CFDT. La CGT organise des formations en la matière. L'association des directeurs de ressources humaines organise des formations. Donc il y a tout un volant d'acteurs qui sont actuellement en train de se former. C'est sûrement pas suffisant en nombre. En tout cas, le mouvement est parti en la matière. Sur la pluridisciplinarité, je vais faire un tout petit peu de pub et j'ai quelques collègues dans la salle, donc je me sens plus fort. Le CNAM organise une formation dans le cadre d'un master recherche qui est une formation pluridisciplinaire sur la question du genre. Et puis d'autre part, alors ce n'est pas lié qu'au genre, j'en suis bien d'accord, mais sur la question des discriminations, le CNAM a également monté un cycle de formation avec une approche à la fois en ressources humaines, en sociologie et en droit. Et puis enfin, sur où trouver ces magnifiques décisions de justice, eh bien dans un certain nombre de revues. Et je vous propose qu'on en parle autour d'un pot, puisque je crois que tout à l'heure... Moi, il me semble que c'est très important, ce sont les relais. Et je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait un découpage entre ceux qui représentent les salariés et les salariés eux-mêmes. C'est par expérience sur les questions de santé-sécurité où parfois on fait soit appel à des consultants extérieurs du coup il y a un creuset qui se fait, ou soit la formation s'arrête aux représentants du personnel et du coup on ne descend pas jusqu'aux salariés. Et c'est une des raisons pour lesquelles, à mon sens, il y a beaucoup de... La problématique notamment des risques psychosociaux dont j'ai pas parlé tout à l'heure, mais elle bloque aussi parce que les informations ne descendent pas. Et du coup, je pense qu'il faudrait peut-être réactiver quelque chose qui existe dans le Code du travail qui s'appelle le droit d'expression des salariés. Et c'est pas tant pour les exprimer, mais que pour qu'ils s'expriment, mais aussi pour donner de l'information et qu'il y ait un retour. Et je pense que sur le sujet de l'égalité homme-femme, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi étendre à cette question du droit d'expression. Après tout, il a été créé en 82, on l'a trop vite abandonné. Et je crois qu'il y aurait matière à le faire revivre pour rapprocher un peu, pour remobiliser, je dirais, les collectivités de travail qui trop souvent sont éclatées et isolées. Je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête dans tout ce qui est formation et transmission d'informations. Sur les pôles de résistance, moi je n'ai pas rien à dire sur écarter les femmes de la vie publique, mais en revanche, je sais qu'il y a des mondes qui sont encore très fermés. Moi je suis dans une UFR de médecine, enfin de santé, et donc je côtoie de près beaucoup de médecins, et notamment les conseils donc, de gestion et tout, et c'est la première fois... tous ces conseils-là étaient très masculins. En fait, il y a beaucoup de filles qui passent le concours de médecine, mais on les retrouve pas dans les fonctions représentatives de l'ordre ou des UFR ou des CHU. Et on a des pôles de résistance comme ça qui ne sont pas toujours les mêmes. Je crois que on en trouve de plus forts que d'autres. Et là, c'est un exemple qui est assez marquant pour le côtoyer de près.